Hop. Et donc, je vous propose de poursuivre avec, tout d'abord, dans un premier temps, un rappel de ce qu'est la biodiversité. Donc, la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète, dont nous-mêmes, êtres humains, espèces humaines, faisons partie. Cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des différentes formes de vie présentes, aussi bien les plantes, les animaux, les champignons que les bactéries. Mais ce qui est aussi important et qu'il ne faut pas oublier dans ce que l'on appelle biodiversité, c'est aussi l'ensemble des interactions entre ces êtres vivants et les milieux dans lesquels elles vivent. C'est l'ensemble de ces interactions, donc on peut résumer avec 3 grands niveaux de composantes. Tout d'abord, ce côté milieu de vie, écosystème, tout l'ensemble des espèces et toute la diversité qu'elles peuvent représenter, et également quelque chose qui est plus à l'échelle des individus. La partie et la diversité du patrimoine génétique rentre également dans cette définition de la biodiversité. On peut aussi parler de biodiversité, on va dire, domestique, et également aussi de biodiversité sauvage. Voilà. Il peut y avoir en effet après des déclinaisons avec des sous-groupes, mais tout ça représente dans sa globalité la biodiversité. Cette biodiversité, elle est irremplaçable, elle contribue à notre qualité de vie et surtout rend de très nombreux services. Tout d'abord, l'un des principaux, qui est la production d'oxygène et qui permet justement cette vie sur Terre. Elle est aussi la base de notre alimentation, à travers, en effet, la production de tout ce qui va être plantes, nécessaire à l'alimentation humaine, mais aussi animale, également tout ce qui peut être issu de la mer. Il faut savoir que 70% des cultures à l'heure actuelle dépendent de la pollinisation animale. La biodiversité est aussi source de matières premières avec le bois, qui sert aussi bien en termes de construction que d'aménagement, mais aussi le bois de chauffage. On a toutes ces matières premières qui font partie un peu aussi des actualités et de différents sujets en termes de commerce international avec les textiles et donc la production de coton. Oui, Hélène. Je me permets juste, c'est juste pour savoir s'il y a un support qui défile, parce que pour moi, en tout cas, il n'y a pas de support qui défile. Ah mince. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde. Est-ce que vous avez à l'écran, en effet, le PowerPoint ou pas de visible? Comme je ne vois pas de pouce, je pense que non. Non. Alors, je fais Juste la un première page, arrêt et je retente le partage d'écran. Est-ce que ce coup-ci, vous avez bien une diapositive avec la biodiversité remplaçable? Je vois un pouce, donc c'est bon. Je m'excuse. Il semblait que le partage était OK de mon côté. Et donc, je poursuis sur ces enjeux liés à la biodiversité et son rôle indispensable. À travers ces différentes fonctions qu'assure la biodiversité, il y a aussi tout ce qui est lié à l'épuration de l'eau. En effet, les écosystèmes tels que les zones humides, de par leur fonctionnalité, les micro-organismes qui sont présents assurent le filtre et l'épuration de l'eau pour par la suite, en effet, pouvoir être source d'eau potable à travers un processus assez complexe, mais ce sont les écosystèmes qui le rendent possible. Elle est aussi gage de bonne santé, puisque une grosse majorité des composés qui constituent notre pharmacie sont issus de molécules provenant du règne végétal et animal. Elle a aussi une fonction principale dans la régulation du climat, à travers en effet les possibilités de captation du CO2 par les organismes et les plantes, et ainsi de pouvoir en effet diminuer certains gaz à l'origine de l'effet de serre et source aussi rentrant dans les problématiques du changement climatique actuel, qui vient lui aussi amplifier ces différents autres sujets.
On est aussi sur des fonctions principales dont on entend assez régulièrement dans certains de nos territoires en région, avec les enjeux d'amortissement des phénomènes d'inondation, de risques majeurs, et en effet le rôle tampon que plusieurs milieux naturels peuvent assurer. Malgré ces fonctions importantes, ou aussi en raison de ces fonctions très importantes que la biodiversité assure pour nous, de nombreuses menaces pèsent sur elle, principalement en raison des activités humaines. En effet, dans ces menaces, on retrouve la destruction et la fragmentation des habitats naturels, de par souvent l'un des premiers éléments qu'on a en tête, hein, c'est tout ce qui peut être réseau routier, réseau de communication ferroviaire. Également les problématiques d'urbanisation et d'imperméabilisation des sols. Il y a aussi dans ces menaces tout ce qui est lié à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Ces pollutions peuvent avoir différentes sources, elles peuvent être à la fois industrielles, issues de l'agriculture, mais aussi les pollutions domestiques que l'on fait et dont on est à l'origine quotidiennement, chacun d'entre nous. La surexploitation des ressources naturelles, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ces phénomènes étant accentués avec l'amplification du commerce international, mais également renforcés par les conséquences du changement climatique. Ces différentes pressions prises individuellement les unes des autres peuvent parfois sembler, on va dire, gérables, ou en tout cas, on peut être en capacité peut-être de pouvoir les atténuer. Là où il y a vraiment nécessité d'agir et d'en avoir une vision globale, c'est à cause de ce changement climatique et de l'effet aussi cumulé de toutes ces pressions mises les unes à côté des autres. C'est vraiment cette notion de globalité qui est importante à avoir pour ces sujets qui sont liés à la biodiversité. La biodiversité en France, donc quelques chiffres, ou en tout cas un principal qui permet d'illustrer différents sujets et les conséquences qui peuvent nous toucher quotidiennement. C'est par exemple, les dernières études montrent que les vendanges ont lieu maintenant 18 jours plus tôt, avec toutes les problématiques qui vont derrière. On parle là de la partie récolte, mais ça concerne aussi les premières étapes avant, à savoir toute la partie bourgeonnement et floraison. Et donc aussi ces problématiques de gel qui maintenant n'arrivent pas au même moment que la végétation est-elle programmée, et peuvent avoir de grosses conséquences aussi sur les rendements et les productions de ressources. Donc là, l'idée, c'est de faire un focus un petit peu plus sur la région des Hauts-de-France. Donc, il faut savoir qu'on a de nombreuses richesses, atouts, en termes de biodiversité au niveau régional. En effet, on retrouve 25 à 30 000 hectares de tourbières alcalines en région, et ce qui représente un quart des tourbières françaises. C'est vraiment énorme. On a 4 des 5 stations françaises de grenouilles des champs qui sont situées en région. Donc, malgré certaines choses parfois que l'on peut entendre dire sur notre biodiversité régionale, il y a vraiment des enjeux majeurs également pour nous, les Hauts-de-France. Voilà. Pour autant, on a en effet des pressions en région. Seulement 28% des cours d'eau sont en bon état écologique, 15% en bon état chimique. On a plus de 80% des zones humides qui ont été détruites depuis la fin du XVIIIe siècle. Les forêts en Hauts-de-France représentent seulement 15% de la superficie en termes d'occupation des sols, alors qu'au niveau national, on est plutôt sur une moyenne de 30%. Un chiffre aussi pour une espèce, parce que il y aurait énormément de chiffres à vous évoquer aujourd'hui. Prenant l'exemple de la grande marguerite, c'est quand même une plante qui parle de manière assez commune. Il faut savoir que dans les années 60, elle était présente dans à peu près 30% des relevés que faisaient les botanistes. Aujourd'hui, ou en tout cas pour une étude qui a été menée en 2016, on s'est rendu compte qu'elle n'était plus que présente qu'à hauteur de 5% dans les relevés. Donc il y a vraiment une diminution en termes de présence conséquente d'une espèce qui peut sembler complètement aussi ordinaire.
Dans les pressions qu'on a en région, bien sûr, on est l'une des régions les plus urbanisées de France. On a un taux d'urbanisation de 12%, alors que la moyenne nationale est de 6%. Donc voilà, ces différents éléments sont à prendre en compte et influent sur cette biodiversité. Et malgré ces constats qui peuvent sembler négatifs, il faut savoir qu'une étude menée par l'Office français de la biodiversité il y a maintenant à peu près 2 ans a fait ressortir que 86% des Français estiment qu'il est encore temps d'agir pour préserver la biodiversité. Agir soit de manière individuelle, de manière ponctuelle, ça c'est tout à fait possible. Mais ce que l'on souhaite aussi mettre en avant aujourd'hui, c'est la nécessité et l'amplification que peut avoir le fait de réfléchir à travers la mise en place d'un programme d'action global qui soit aussi transversal et qui mobilise différents acteurs. En effet, différentes personnes, différents groupements peuvent agir, aussi bien les collectivités, les entreprises, les associations, les fédérations. On est tous des acteurs qui, demain, pourront intervenir en faveur de la biodiversité. Je pense que le message important à faire passer, c'est que ces enjeux de biodiversité aujourd'hui, il n'est pas question juste qu'on soit sensibilisé, spécialiste, c'est vraiment l'affaire de tous et on a tous un rôle à jouer. C'est pourquoi, au travers de ces différents constats que je viens de vous évoquer, a été fait le choix par l'Office français de la biodiversité de lancer l'initiative Engagés pour la nature. Cette initiative a pour vocation de faire émerger des engagements volontaires en faveur de la biodiversité, de pouvoir faire reconnaître ces différents plans d'action et de leur donner de la visibilité au niveau national, régional et local, et aussi d'animer une communauté d'acteurs et de pratiques à travers la mise en place d'un club des engagés. Cette initiative Engagée pour la nature se décline avec, à travers 3 grandes catégories de cibles. Tout d'abord, les entreprises, mais également les partenaires et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, les territoires engagés pour la nature à destination des collectivités. Petite spécificité, ce dernier est animé et décliné au niveau régional. Les 2 précédents, entreprises et partenaires, sont eux animés directement au niveau national. Pour nous, en région, le dispositif Territoire engagé pour la nature est piloté par les membres de la gouvernance régionale pour la biodiversité, qui se compose de la DREAL, de l'Office français de la biodiversité, des 2 agences de l'eau, Artois-Picardie, Seine-Normandie, et également de la région Hauts-de-France. Comme évoqué en introduction, l'animation régionale du dispositif a été confiée à l'Union régionale des CPIE. Qu'attend-on par territoire engagé pour la nature? Donc, tout d'abord, ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que le dispositif il a l'intention de l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs moyens, et surtout, quelles que soient les actions qu'elles ont ou pas déjà menées. On n'est pas sur un dispositif uniquement destiné aux spécialistes, à ceux qui sont exemplaires en la matière. Bien au contraire, TEN a vraiment vocation à être ouvert à ceux qui souhaitent débuter, démarrer. Puisque, à travers ce dispositif, les objectifs qu'on souhaite avoir avec vous, les collectivités, c'est tout d'abord, comme évoqué, de faire émerger, reconnaître et de valoriser des projets en faveur de la biodiversité. Pour ce faire, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser et accompagner les collectivités à agir, à travers en effet l'animation régionale, les partenaires aussi en région. Pouvoir favoriser une approche transversale de la biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je reviendrai dessus par la suite. Pour pouvoir mobiliser, accompagner, comme je vous le disais, favoriser aussi l'émergence, la prise de contact avec des partenaires qui pourront vous aider à agir et à amplifier les actions que vous pouvez déjà faire. Et surtout, TEN a vraiment cette volonté d'être sur une approche de progrès, vraiment de la notion de démarche d'amélioration continue, puisque ce qui est attendu, c'est que vous proposiez un programme d'action à mener dans les 3 ans. Donc, ce qu'on va vraiment regarder, ce n'est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous souhaitez faire demain. Quels intérêts pour vous, en tant que collectivité, de rentrer dans ce dispositif ? Tout d'abord, pouvoir être accompagné pour formaliser un programme d'action, à travers en effet l'appui que pourront vous apporter les membres du collectif et également l'Union régionale des CPIE et les partenaires et acteurs en région. Pouvoir faciliter la formalisation de plans de financement.
Certaines ne donnent pas accès directement à des financements, mais l'idée, c'est par contre de favoriser la mise en relation avec les partenaires financiers en région. De pouvoir également bénéficier d'une valorisation nationale, régionale et locale, à travers soit l'organisation d'événements, d'articles, et également de pouvoir rejoindre le club des engagés en région, qui a pour vocation de créer un groupe d'échange afin de favoriser les retours d'expérience, les partages de pratiques et pouvoir bénéficier de l'expérience de chacun, aussi bien les écueils que les leviers qui auront pu être identifiés pour agir. À l'heure actuelle, au niveau national, donc le dispositif est lancé depuis 3 ans. On a maintenant plus de 300 collectivités qui sont reconnues, sachant que toutes les régions ne sont pas encore rentrées et ne portent pas encore le dispositif. À l'heure actuelle, 13 régions se sont lancées dans la démarche. Un petit chiffre aussi qu'on souhaitait faire ressortir pour illustrer le fait que vraiment tout le monde peut rentrer dans ce dispositif. Aujourd'hui, au niveau national, il y a 55 villages qui sont également reconnus. Un petit aperçu des collectivités reconnues en Hauts-de-France. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes à 10 collectivités, à savoir l'agglomération Creil-Sudoise, l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, Douaisis-Agglo, la communauté urbaine de Dunkerque, également la ville de Bailleul, la communauté de communes Flandre intérieure, qui est présente avec nous par l'intermédiaire de Mélissa, la communauté de communes des Deux Vallées, le parc des industries Artois-Flandre et les villes de Le Portel et Étaples. Comment faire pour être reconnu territoire engagé pour la nature? Pour ce faire, il y a un dossier de candidature à compléter. Ce dossier de candidature se compose de 2 parties. Une partie plutôt sous le format d'un formulaire à travers un questionnaire. L'objectif de ce questionnaire, c'est de pouvoir, d'un côté, vous aider à faire un état des lieux de vos pratiques, de là où vous en êtes, et puis aussi de pouvoir donner au jury les éléments qui permettront de savoir de où vous partez. Et de définir un programme d'action à mettre en place sur 3 ans en complétant des fiches projets qui viendront de ce fait compléter et mettre en avant vos engagements de ce que vous souhaitez faire de plus et où vous souhaitez aller dans les 3 ans à venir. Ce questionnaire, il est organisé sous la forme de 4 grands axes, qui sont les champs d'intervention principaux qu'on souhaitait mettre en avant le collectif. Donc, tout d'abord, le volet amélioration des connaissances. On part du principe qu'en effet, il est nécessaire de connaître la biodiversité présente sur son territoire pour pouvoir mieux agir et en effet de cibler les bonnes actions à mener. Un deuxième axe qui concerne la protection, la restauration de la biodiversité. Un troisième axe sur la gestion durable et l'aménagement du territoire. Et enfin, un dernier axe sur l'éducation citoyenne à la nature. Pour vous donner quelques exemples d'actions qui s'inscrivent dans un dossier de candidature territoire engagé pour la nature. Donc là, ce sont des exemples d'actions issus soit des dossiers régionaux, mais également aussi des autres dossiers qui ont pu être reconnus au niveau national. Donc sur le volet amélioration des connaissances, des exemples d'actions, il y a la mise en place d'atlas de la biodiversité des communes. La possibilité aussi, par exemple, de faire ressortir un projet de mise en place d'inventaire participatif, soit parce que vous êtes une petite collectivité, vous souhaitez débuter, et il faut parfois débuter par des choses simples et peut-être de plus faible envergure, mais aussi, à l'inverse, pour des collectivités qui ont déjà mené différentes choses en matière d'amélioration des connaissances, peuvent faire le choix que pour aller plus loin, elles souhaitent davantage impliquer leur population et leurs citoyens et donc mener un programme de sciences participatives sur leur territoire. Il peut y avoir aussi les diagnostics écologiques à l'échelle de sites dont vous avez la maîtrise du foncier. Concernant le second axe sur la restauration de milieux naturels et d'action en faveur de la biodiversité, peuvent rentrer dans cet axe les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la mise en place, par exemple, d'espaces de jardin au sein des villages, mais avec, bien entendu, des pratiques et des modes de gestion favorables à la nature et à la biodiversité. La préservation et la restauration de murets, de pierres sèches, tout ce qui peut être aussi éléments patrimoniaux et qui ont une plus-value pour la biodiversité, peuvent être source d'un projet.
les aménagements en faveur d'espèces cibles comme les chiroptères et les rapaces nocturnes. Concernant le volet aménagement et gestion du territoire, les actions qui allient cadre de vie, paysage et avec une réelle volonté d'agir en faveur de la biodiversité ou de restaurer aussi des écosystèmes et des fonctionnalités écologiques peuvent rentrer dans une candidature territoire engagé pour la nature. La réouverture de chemins et la préservation de chemins ancestraux. La plantation d'espèces indigènes et de variétés fruitières anciennes à travers un verger, le réaménagement aussi de vos espaces verts. Toutes les actions aussi en faveur de la réduction de la pollution lumineuse. Les actions aussi à travers la création de mares ou de jardins pédagogiques, puisqu'on aura aussi outre la partie pédagogique, il y a tout le volet restauration de la biodiversité et intégration dans vos projets d'aménagement. Et enfin, les actions d'éducation et de sensibilisation à la biodiversité. Donc ça, dans cet axe-là, rentre aussi la montée en compétences, aussi bien pour les élus que pour les techniciens, à travers la mise en place de programmes de formation. La partie aussi concertation, implication citoyenne avec la mise en place d'un conseil local de la biodiversité, ce sont aussi des actions que vous pouvez mettre en place ou valoriser. La mise en place de programmes pédagogiques à l'intention des écoles de votre territoire ou la création de parcours pédagogiques, de parcours de découverte et de sensibilisation au patrimoine naturel rentrent et sont des exemples possibles. Pour vous donner aussi une idée de comment remplir ces fiches actions et de ce qui sera important de mettre en avant, il faut savoir que le jury regardera votre dossier au regard de 6 grands critères qui sont les suivants. Donc, à savoir, est-ce que votre projet, donc chaque fiche action fera l'objet de cette analyse. Donc, est-ce que votre projet est impliquant et transversal? Associez-vous dans votre réflexion et dans sa mise en œuvre plusieurs services de votre collectivité. Avez-vous fait appel à des partenaires référents en matière de biodiversité, mais aussi des partenaires autres que vous souhaitez cibler, comme des agriculteurs, les bailleurs sociaux, vos habitants? Est-ce que votre projet est proportionné au regard de vos moyens et de vos enjeux? Est-il aussi atteignable au regard de vos moyens? Est-ce que votre action est mesurable dans le temps? Avez-vous mis en place et prévoyez-vous des indicateurs de suivi et de résultats? Est-ce que votre action est révisable au sens de pourra-t-elle aussi évoluer au bout des 3 ans? Y a-t-il des suites qui seront possibles? Est-ce que votre action, alors cet indicateur-là peut paraître évident, mais il est nécessaire de le rappeler, est-ce que votre action est impactante directement ou indirectement pour la biodiversité? Et enfin, un critère aussi important qui est la notion d'additionnalité. Est-ce que ce que vous prévoyez de faire va au-delà de vos obligations réglementaires? Donc, il faut savoir que, par exemple, si vous faites une fiche action sur une mesure compensatoire que vous devez mener, celle-ci ne sera pas reconnue puisque vous êtes dans l'obligation de faire cette action. Par contre, si vous souhaitez mettre en place des choses qui vont au-delà de votre obligation de compensation, là, ça pourra rentrer dans un dossier de candidature territoire engagé pour la nature. À travers cette notion d'additionnel, il y a aussi le fait que est-ce que ce que vous proposez va au-delà de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Pour vous faciliter un petit peu cette lecture synthétique que je viens de vous donner du dossier de candidature, vous pouvez accéder, en même temps que vous téléchargerez le dossier de candidature, à un document qu'on a appelé tutoriel, qui reprend ces différents éléments et qui vous explique comment compléter correctement ce formulaire et les fiches actions. Donc, juste un petit point à faire directement aujourd'hui avec vous pour vous aider, vous faciliter cette compréhension. Vous verrez que dans le formulaire et dans la partie questionnaire apparaissent donc des questions avec à chaque fois souvent des choix multiples. Pour chacun de ces choix multiples, apparaissent 2 cases à cocher, une case, on va dire blanche et une case orange. L'intérêt de ce choix de ce code couleur et que si vous cochez la case blanche, cela voudra dire que cette action, vous la considérez soit comme réalisée ou en cours au sein de votre collectivité. Et si vous cochez la case orange, là, ça viendra illustrer que vous souhaitez vous engager à aller plus loin sur ce champ d'intervention. Donc, soit vous n'avez pas du tout coché la case blanche et vous cochez que la case orange, ça voudra dire que vous souhaitez initier des choses, soit vous cochez les 2 cases et ça voudra dire que vous faites déjà, mais que vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet.
Et donc, à partir de ces coches orange que vous aurez fait, l'idée, c'est de retrouver après les éléments de détail de la mise en œuvre de ces engagements au travers des fiches actions que vous allez compléter ensuite. Un deuxième élément aussi important dans le questionnaire, vous verrez un picto qui s'appelle critères essentiels. Pour ces questions, le jury attendra que si pour l'instant vous avez fait peu de choses sur ces items, il sera nécessaire de faire figurer des choses au sein de vos fiches actions. Et donc voilà, les fiches actions sont donc composées de différentes cases à remplir et ce qui permettra en effet, en fonction des éléments de détail que vous allez donner, de pouvoir juger les fameux 6 critères que je vous évoquais précédemment. Enfin, à la fin du tutoriel, vous verrez figurer les différents contacts, donc à savoir mon contact au niveau de l'animation régionale de TEN, mais également des référents locaux au sein des différents CPIE de la région. Pour télécharger l'ensemble de ces éléments et puis aussi avoir mon contact, donc vous avez mon adresse mail là présente sur la diapositive. L'adresse pour le site web de la plateforme nationale où vous allez retrouver donc la page régionale. J'en profite dès à présent pour vous indiquer que la prochaine session de dépôt des dossiers de candidature, et là il y a un énorme bug sur ma diapo, je vous prie de m'en excuser, n'est pas le 22 novembre 2021, mais le 29 juin 2022. Un petit souci d'enregistrement de correction de dernière minute. Donc voilà, donc la prochaine session, c'est pour le 26 juin 2022 et une deuxième session sera aussi prévue pour fin novembre 2022. Pour les informations, vous les trouverez donc sur le site et la plateforme nationale Engagée pour la nature. En allant sur l'onglet « Rejoindre le programme », vous pourrez donc accéder à la carte de France et en cliquant sur la région de France, vous tomberez sur la page régionale où vous pourrez télécharger l'ensemble des documents que je viens de vous évoquer, la plaquette régionale de présentation du dispositif, le formulaire de candidature et la notice de candidature qui est ce tutoriel que je viens de vous évoquer. Donc voilà pour cette partie de présentation de thème. Donc là, je vous propose de prendre un temps pour voilà, nous donner, nous transmettre à travers le chat vos questions ou répondre déjà aux questions qui auraient pu déjà poser dans le chat. Alors, il y a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu en direct, à savoir est-ce que la métropole européenne de Lille était reconnue telle. Donc, j'ai indiqué qu'elle ne l'était pas à ce jour, mais que les villes associées de Lille, Lomme et Hellem étaient candidates. Et elle devrait bientôt, on a bientôt une instance où se réunissent les membres du collectif pour acter sur cette candidature. Une question du coup sur la date actuelle, la date à jour pour déposer la prochaine vague de dossiers, auquel tu as répondu en direct. Et puis, Élodie Billet demande du coup de l'agglomération Creil Sud-Ouest pour une demande de renouvellement. Est-ce bien le même dossier à déposer? Voilà, parce qu'ils sont reconnus jusqu'au 31/12/2022. Tout à fait. Donc, on va être en effet sur la première session aussi des renouvellements de candidature, puisque nos premiers lauréats ont déposé en 2019, fin 2019, ont été reconnus début 2020. Donc, Élodie, petite réponse en direct. Ça fait partie des démarches de travail avec le collectif, justement, d'ici juin pour, je pense que on envisage, mais à confirmer d'ici là, ça sera peut-être de procéder à une mise à jour du formulaire actuel, puisque en effet, il sera prévu que vous redéposiez un dossier pour qu'on puisse savoir justement ce que vous avez progressé dans les 3 ans, où vous en êtes, et de nouveau nous proposer des fiches actions pour les 3 ans à venir. Oui, ça fait effectivement partie des chantiers du collectif en 2022 pour ne pas redonner des dossiers trop complexes à enseigner pour des collectivités qui étaient déjà lauréates. Une question sur le lien avec la démarche ville et village fleuri. Oui, alors, concernant le label Ville et Village Fleuri, donc il y a un label de reconnaissance de valeur du cadre de vie, qui est en effet plus couramment connu à travers ces panneaux avec ces petites fleurs à l'entrée des villes et des villages. Il faut savoir que voilà, la grille Ville et Village Fleuri a fortement évolué depuis quelques années en intégrant davantage les enjeux biodiversité environnementaux.
Donc, le lien qui peut être fait est justement sur ces axes-là, puisque plus une collectivité souhaite progresser et avoir de plus en plus, on va dire, de fleurs en termes de reconnaissance et de labels, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des champs d'intervention du label VVF. Et donc, le fait de rentrer dans un dispositif territoire engagé pour la nature et d'être reconnu comme tel pourra mettre en avant le fait que vous faites et que vous allez mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. Et donc, être en effet des éléments qui viendront nourrir cette partie-là de notation de la grille ville et village fleuris. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou s'il y avait un point plus précis derrière cette question. C'est Madame Osselin qui a posé la question. Et la question, c'est juste lien avec la démarche des villes et villages fleuris. Donc, je ne sais pas. Voilà. Ouais. C'est vraiment... C'est que ça doit répondre à la question. L'idée, c'est ça, c'est que c'est deux dispositifs qui peuvent être tout à fait complémentaires l'un de l'autre. TEN fait vraiment un focus sur cette partie biodiversité de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée que le label Ville et Village Fleuris, qui a une approche plus globale en termes d'aménagement paysager d'une collectivité. On a une question de Guillaume Duège, du Parc naturel régional de la Vénoise, sur la possibilité de labelliser TEN les chartes de parc naturel régional, ou bien est-ce que ce sont les collectivités adhérentes qui doivent être labellisées TEN? On va faire une réponse en deux voix, si tu souhaites. Donc, le choix qui est fait vers lequel on s'oriente davantage pour les Hauts-de-France, donc en accord avec le collectif, bien sûr, régional et la gouvernance régionale de la biodiversité, c'est principalement de cibler en effet les communautés de communes et les communes en tant que destinataires de cette reconnaissance territoire engagé pour la nature. Bien sûr, tout ça en adéquation et en travail étroit avec les PNR, puisque pour nous, les parcs naturels régionaux rentrent pleinement dans le champ aussi des partenaires de territoires engagés pour la nature de par leurs compétences et de par justement leur charte et l'adhésion des collectivités à cette charte pour pouvoir être un appui et accompagner également ces collectivités qui souhaiteraient être reconnues territoires engagés pour la nature. Si Hélène, tu veux aussi apporter des éléments complémentaires? Oui, je peux compléter. Effectivement, c'est une question qui revient régulièrement sur l'ensemble du territoire national et auquel on a déjà en partie répondu en région. En fait, la dynamique territoire engagé pour la nature, elle est régionalisée. Et donc, chaque collectif régional peut adapter dans une certaine mesure le dispositif, et cette entrée-là en fait partie. C'est-à-dire, est-ce que les collectifs souhaitent finalement orienter les parcs naturels régionaux plutôt vers la dynamique territoire engagé pour la nature, ou plutôt vers son frère jumeau, qui s'appelle partenaire engagé pour la nature, parce que le dispositif engagé pour la nature, c'est un triptyque, la nature pour les entreprises, territoire pour les collectivités, et donc partenaire pour les structures qui rentrent pas, donc qui sont clairement pas des entreprises et qui rentrent pas forcément de manière évidente dans la dynamique territoire engagé pour la nature. Et donc, en Hauts-de-France, on souhaite plutôt orienter les parcs naturels régionaux vers ce dispositif-là, partenaire engagé pour la nature, dans la mesure où on considère que le parc naturel régional, il a pour vocation, lui aussi, en fait, d'aller mobiliser les collectivités adhérentes pour qu'elles s'engagent plus, du coup, reconnaître la démarche de partenaire engagé pour la nature qui va lui-même mobiliser ce que fait déjà un parc de manière naturelle et effectivement reconnaître sa charte. Donc, on a un PNR est un territoire engagé pour la nature de fait, mais on souhaite plutôt valoriser l'action qui est faite au travers de la dynamique partenaire engagée pour la nature. Et du coup, on est en train de formaliser au sein du collectif Hauts-de-France une note de fonctionnement de la dynamique territoire engagé pour la nature, dans lequel on va écrire justement ce point-là pour que ce soit plus facilement communicable, notre démarche pour
à destination des parcs naturels régionaux. Et l'idée, c'est que les territoires, les collectivités qui souhaitent s'engager et qui sont sur le territoire d'un parc puissent le faire en lien avec le PNR. Et l'objectif, c'est aussi que de manière systématique, quand une collectivité est candidate et qu'elle est sur le territoire d'un PNR, les parcs naturels régionaux, les équipes puissent être associées dans la phase de jury et d'analyse des dossiers. Merci Hélène. Donc, je prends la suite comme c'est toi là qui est intervenue. Il y a également une question. Ouais. Pardon, vas-y. Il y a également une question sur est-ce qu'il y a une taille minimale pour un village pour pouvoir candidater? Donc non, pas du tout. Il n'y a ni de taille mini, ni de taille maxi. On est vraiment sur cette notion que votre dossier, votre proposition sera justement regardée et analysée par le jury au regard de vos moyens. On est tout à fait conscient qu'en effet, les moyens d'un petit village ne pourront pas être les mêmes que ceux d'une petite ville et encore moins d'une agglo ou d'une EPCI. Donc non, c'est tout à fait toute collectivité, toute commune, quelle que soit sa taille, peut rentrer dans cette démarche. Voilà. Donc pas hésiter, hein, si vous voulez davantage d'éléments, à prendre mon attache par mail ou par téléphone. Voilà, je serai disponible pour répondre davantage à cette question. Il est 11h16, donc sauf s'il y a une dernière question, je propose qu'on puisse passer au point suivant. J'arrête mon partage d'écran pour pouvoir passer la main à Nathalie du Conservatoire des espaces naturels. Donc, je vais partager mon écran. Donc, si vous me dites si vous voyez correctement ma présentation. Ok, parfait. Donc, je vais vous faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, présenter ce qu'est le groupe MAR et deux actions phares mis en place, donc l'inventaire participatif des MAR et le label MAR remarquable. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le groupe MAR? Donc, le groupe MAR a été initié en 2001. Donc, à l'époque, c'était par le Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-de-Calais. C'est une plateforme régionale qui réunit les acteurs œuvrant au service de la protection, de la gestion et de la mise en valeur pédagogique des mares et plus largement des zones humides. Donc, toute structure qui travaille de près ou de loin sur la thématique des mares peut faire partie du groupe MAR. Et le groupe MAR donc, est maintenant porté par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France à l'échelle de la région. Donc, à l'heure actuelle, il y a plus de 140 structures membres avec une grande variété de structures, donc une petite moitié d'associations, plus de 28% de collectivités, des établissements publics, également quelques entreprises privées ou d'insertion. Donc, les objectifs du groupe MAR sont de... Attendez, je vais juste... de mutualiser les compétences et échanger les connaissances de chacun en animant un réseau régional thématique, de communiquer les savoir-faire et compétences des structures partenaires. L'idée, c'est bien si quelqu'un a des compétences, il peut les partager avec les autres pour que l'information se diffuse auprès des partenaires. Également de sensibiliser tous les publics à la thématique en développant des outils de communication, de conseiller et d'accompagner les particuliers comme les professionnels sur la thématique des mares et de développer la connaissance sur la répartition des mares en région via l'outil de recensement régional. Donc, son fonctionnement, c'est un fonctionnement démocratique et participatif avec des projets proposés par les membres du groupe MAR et élaborés collectivement avec une mise en œuvre grâce à des temps d'échange et des outils appropriés. Donc, l'idée, c'est bien que n'importe quel membre du groupe MAR peut proposer un nouveau projet. On en parle en réunion plénière.
Et si tout le monde est d'accord pour le mettre en œuvre, on met en place un groupe de travail où les partenaires qui souhaitent s'investir participent pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est vraiment démocratique et participatif. Et il n'y a aucune obligation dans la participation des membres. Chacun participe dans la mesure de ses capacités, de ses possibilités. On n'oblige en rien sur la participation aux différentes actions. Donc, les différents axes de travail, donc il y en a 3. Le premier, c'est d'animer et de développer le réseau thématique régional Groupe MAR. Le deuxième, c'est de connaître le semis de MAR régional. Et l'axe 3, c'est de le porter à connaissance et la sensibilisation des acteurs et du public en général. Question financement, on a 5 financeurs principaux, donc les 2 agences de l'eau, Artois Picardie et Seine-Normandie, l'État, la région et le département du Nord. Alors, je vais vous présenter l'outil de recensement des mares. Donc, celui-ci avait été initialement réfléchi au début des années 2000, mais il n'avait pas été mis en œuvre parce qu'on n'avait pas encore les capacités techniques pour le mettre en œuvre. Du coup, il a été relancé lors de la plénière d'avril 2013. Donc, c'était le fruit d'un consensus de l'ensemble des partenaires présents. Et l'idée, c'était de se baser sur la participation du public et des acteurs locaux sous la forme d'un inventaire participatif en ligne. Donc, l'objectif de cet outil de recensement, c'est de pouvoir prendre en compte la connaissance de la localisation des mares dans des programmes de recherche, par exemple pour faire des inventaires amphibiens ou des inventaires odonates, par exemple, de pouvoir le prendre en compte pour des projets de conservation ou de restauration de mares. Également pour pouvoir être pris en compte dans les documents d'urbanisme ou les schémas locaux de trame verte et bleue, et plus généralement de promouvoir l'intérêt des mares régionales auprès de l'ensemble des publics. Alors, pour sa mise en œuvre, on s'est basé sur un outil qui a été développé par le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, puisqu'il porte également un projet régional sur les mares. Et donc, un collègue de Normandie a développé l'outil et ils l'ont lancé en 2016. Nous avons pu le récupérer, l'adapter au niveau régional. Et il y a eu un lancement régional en Hauts-de-France le 7 juin 2018 sur la commune d'Oudezelle dans le Nord, où il y a eu une présentation en salle tout d'abord de qu'est-ce que l'outil, et on a eu aussi un retour de 2 ans d'expérience de nos collègues normands. Et après, nous avons fait une visite pour découvrir les mares de la commune. Alors, cet outil, il est à destination de tous les publics, donc autant le grand public que les structures professionnelles et collectivités. Il permet de saisir en ligne à minima la localisation des mares, et il est également possible de donner des caractéristiques et les espèces faune-flore qui auraient pu être observées. Donc, c'est un outil interactif où en fait, vous pouvez aussi récupérer les données que vous avez saisies. Alors là, je vous ai mis l'adresse du site internet. Donc, je précise qu'il faut bien mettre les 3 W points devant parce qu'autrement, ça peut avoir des soucis par rapport à l'affichage de la carte. Et pour information, il va évoluer prochainement. Donc, l'adresse devrait bientôt changer. Donc, on va essayer de se connecter pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien? Il n'y a pas de souci, c'est bon? Ouais, ok, super. Donc voilà, donc quand vous vous connectez, vous arrivez sur cette interface donc, qui présente l'outil et vous avez des chiffres pour avoir un peu une idée, donc des visites et du nombre de mares qui sont déjà saisies dans l'outil. Donc à ce jour, on a plus de 28 000 mares localisées.
Donc voilà. Et donc, il y a deux possibilités pour consulter les mares. Donc, vous pouvez afficher toutes les mares des Hauts-de-France. Donc, n'importe qui peut cliquer sur ce bouton et visualiser ce qu'il y a dans les données qui sont déjà disponibles dans l'outil. Donc là, vous avez la carte qui s'affiche avec une typologie de mares. Donc, il y a les mares potentielles en rouge. Donc, il y en a beaucoup. C'est des mares qui sont vues sur carte ou sur photo aérienne, mais qui n'ont pas été confirmées sur le terrain. Il y a en vert des mares vues. Donc là, on a été sur le terrain, on les a vues. En bleu, c'est les mares caractérisées. C'est celles pour lesquelles on a donné des informations complémentaires. Et il est également possible de noter les mares disparues. Ça peut être intéressant si on veut renforcer un réseau de mares. On peut recreuser une mare à l'emplacement d'une mare disparue. Donc, c'est possible de changer le fond. On peut mettre le fond satellite si on le souhaite. Et c'est possible de zoomer pour aller voir un peu plus précisément. Mais il y a un blocage en fait du zoom. On ne peut pas aller au-delà. Là, c'est pour avoir une idée globale de ce qui existe dans l'outil. Donc, je referme ici. Donc, quand on est là, il est également possible, donc, si on souhaite consulter plus précisément les données ou saisir des données, il faut cliquer sur le bouton qui est ici, donc consulter ou saisir des mares sur les Hauts-de-France. Donc, on fait OK. Donc, on arrive sur cette interface et du coup, il faut s'identifier. Donc, il faut s'inscrire si on n'a pas encore de compte. Et lorsqu'on a un compte, il suffit de se connecter. Donc là, ça ne marche. Il y a un petit souci technique forcément. Désolée. Hop, je reviens en arrière. M'identifier. Hop. Voilà. Et lorsque vous vous connectez, vous visualisez les données que vous avez vous-même saisies dans l'outil. Donc là, il y a beaucoup de données parce que le conservatoire a intégré beaucoup de données. Et après, pour localiser une mare ou saisir regarder les données qui sont déjà dans l'outil, par exemple sur une commune, pour ce faire, il faut déjà, donc ici, dans cette partie-là, saisir le département. Donc là, on va par exemple prendre le département du Nord. L'intercommunalité, on peut la saisir ou ne pas la saisir, ce n'est pas obligatoire. Donc, on va prendre la communauté de communes Flandre intérieure, par exemple. Et on va aller regarder sur une commune. Donc, par exemple, donc ça ne marche pas, voilà. Là, on peut, donc il y a un menu déroulant où vous pouvez noter les premières lettres de la commune et elles s'affichent. Donc, vous saisissez. Et donc là, vous visualisez l'ensemble des données qui sont dans l'outil, qu'ils soient saisis par votre structure ou par d'autres structures. Donc là, on est sur la commune d'Oudekerque et on voit qu'il y a des données de localisation de mares, donc des potentiels, des mares, une mare vue, des mares caractérisées. Petite précision, les points, c'est pour les données de ma structure. Donc là, c'est des données saisies par le conservatoire. Et les triangles, c'est pour les données d'autres structures. On peut changer le fond. Donc, on peut mettre, par exemple, le plan IGN ou mettre le Google Map hybride. Donc, on a la photo aérienne avec les noms des rues et des routes. Et on peut zoomer. Donc là, par exemple, je zoome. Voilà. Et par exemple, là, je localise une mare. Donc, pour saisir, donc, il faut faire édition. Donc, il y a le crayon ici, activer la saisie. Donc, il y a l'onglet ici, saisir une mare qui s'affiche à gauche. Donc, il faut cliquer dessus, le mettre sur la localisation de la mare. Donc, souhaitez-vous localiser une nouvelle mare? Donc, on fait OK. Et là, en fait, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Là, ça prend du temps, mais d'habitude, ça prend un peu moins de temps. Et il suffit de saisir les informations à minima pour saisir une nouvelle mare. Donc là, donc on est le 3 mai 2022. Donc, la structure est déjà prédéfinie, c'est le Conservatoire d'espaces naturels. L'observateur,
je vais mettre moi. Je suis simple observateur parce que je ne connais pas cette mare, je ne suis pas propriétaire. On peut donner des précisions. Si on connaît, elle peut avoir un nom usuel, on peut le noter. La commune est notée directement. Le statut de la mare, elle est potentielle parce que je l'ai vu sur photo aérienne. Le type de propriété, je ne sais pas parce que je ne connais pas la mare. Les informations sur la localisation sont indiquées directement. Le mode de localisation, c'est par photo aérienne. Il est possible d'anonymiser la mare sur l'outil. On peut ajouter une photo si on le souhaite. Et pour valider, alors forcément... Ah là là. Alors attendez. Comme j'ai l'outil qui se met juste sur la... Hop. Et on clique sur la petite disquette et on a saisi une nouvelle mare dans l'outil. Et donc, je ferme l'outil, la fenêtre, et là, on voit bien qu'il y a une nouvelle donnée présente. Elle est désormais présente dans l'outil. Donc après, on peut, si on reclique dessus, on peut visualiser la localisation, et là, il y a les informations. Donc, de savoir que c'est aujourd'hui, que c'est moi qui l'ai intégré et que c'est une mare potentielle. Il est également possible d'ajouter une caractérisation. Donc, il y a différentes possibilités, mais on peut ajouter une caractérisation. Et dans ces cas-là, il y a deux types de caractérisation. Donc, je vais vous montrer. Il y a les caractérisations simplifiées qui se basent sur cette fiche de caractérisation qui précise en fait quelques informations. Donc, il faut dire si on a observé des animaux, quel type de mare c'est. C'est plutôt une mare de culture, une mare de forêt ou une mare de bord de route. Et savoir son stade d'évolution, si elle est plutôt jeune ou si elle est en cours de comblement. Et il y a quelques infos complémentaires qui sont possibles d'indiquer. Et après, donc là, on retrouve les informations de la fiche. Et après, il est possible d'ajouter une caractérisation complète qui, elle, se base sur une fiche beaucoup plus complète où on présente également les usages, la situation, l'hydrologie de la mare. Donc, c'est un peu plus complexe à compléter, mais toutes les informations ne sont pas obligatoires. En fait, il y a juste la partie données générales et après, c'est facultatif. Donc, c'est dans les capacités de chacun de pouvoir remplir. Et ces fiches donc, sont disponibles, sont récupérables dès la page d'accueil. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement l'outil de recensement des mares. Donc effectivement, il est possible de récupérer les données qui existent sur votre territoire si vous souhaitez connaître l'inventaire des mares, et il vous est aussi possible de nous transmettre vos données, soit directement en les saisissant dans l'outil, soit en nous envoyant une couche SIG pour qu'on fasse un import en masse dans l'outil. Donc là, je vais revenir sur ma présentation. Cette année, on a, dans le cadre d'un stage, donc j'ai une stagiaire qui travaille sur la mise en place de l'inventaire participatif des mares sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Et donc dans ce cadre, on a mis en place des outils de communication. Donc on a fait une plaquette qui présente l'outil de recensement, qui présente donc comment ça fonctionne, comment on s'inscrit, comment on crée une mare, un peu comme je vous ai montré tout de suite. Une petite présentation de pourquoi on recense les mares. Et puis, un petit encart qui peut être utilisé dans des publications ou sur les réseaux sociaux pour inciter à participer à l'inventaire participatif des mares. Donc, voilà pour ce point. Je vais maintenant vous présenter le label Mare Remarquable. Donc, celui-ci a été lancé en 2019. Il a pour objectif de promouvoir les mares à grande valeur écologique, paysagère ou historique pour les montrer en exemple et ainsi promouvoir les bonnes pratiques de gestion. Donc, ça concerne autant les mares privées que les mares communales. Le but, c'est que la mare soit accessible, soit parce qu'elle est libre d'accès, soit accessible au moins une fois par an lors d'événements pour pouvoir la mettre en valeur.
Pour pouvoir candidater, donc il y a un dossier de candidature à remplir, soit en version papier, soit via un formulaire en ligne. Il faut transmettre les documents demandés, donc des cartes et des photos. Il faut que la mare soit inscrite dans l'outil de recensement que je viens de vous présenter. Il est possible de déposer qu'un seul dossier par propriétaire ou gestionnaire par an, mais c'est possible du coup de renouveler chaque année, de déposer pour une nouvelle mare. Et c'est aussi possible de déposer un dossier pour un réseau de mares fonctionnel. Donc, il y a un comité de sélection qui est composé de membres du groupe MAR qui se sont volontairement proposés pour participer au projet. Donc, chaque mare dont un dossier est déposé est visité par un membre du comité de sélection. Puis, il y a une réunion où chacun fait la synthèse de ses visites. On statue sur l'attribution du label. Et après, il y a désignation du prix spécial coup de cœur du jury. Alors, pour le porteur de projet, il y a quelques implications. Si sa mare est labellisée, il doit signer une charte de bonne pratique de gestion où il s'engage à respecter la réglementation, à ne pas reboucher sa mare, à ne pas introduire d'espèces exotiques envahissantes, par exemple. C'est des engagements assez généraux. Si il est la mare qui est désignée coup de cœur du jury, il accueillera un événementiel qui présentera donc sa mare et donnera les résultats de l'édition. Les porteurs de projet installeront un petit panneau mare remarquable qu'on leur transmettra, sauf pour la mare coup de cœur où là c'est le conservatoire qui s'engage à l'installer. Et le propriétaire gestionnaire de la mare s'engage également à accueillir de nouveau le jury 5 ans, au bout de 5 ans pour réévaluer, pour voir si la mare a toujours son intérêt et du coup conserve le label ou pas. Donc, sur les résultats de l'année 2022, donc c'est récent vu que le comité de sélection s'est réuni la semaine dernière. Donc, il y avait 16 dossiers qu'on avait reçus. Parmi ces 16 dossiers, 6 mares ont été labellisées. Donc, la mare qui a reçu le coup de cœur du jury, c'est la mare de l'association À Petits Pas à Ruisseauville dans le Pas-de-Calais. Donc, c'est cette mare-ci. Donc, vous voyez ici le panneau qui est coup de cœur du jury qu'on installera prochainement. Et à ce jour, sur les 3 éditions, il y a 23 mares labellisées en région Hauts-de-France. Donc, juste un petit retour sur l'inauguration de la mare coup de cœur du jury de l'édition 2019 qui avait lieu sur la mare de la commune de Gravelines, donc avec le dévoilement du panneau, la signature de la charte de bonne pratique et donc la présentation de la mare donc à la belle saison et son panneau pédagogique. Donc voilà. Alors, sur l'édition 2023, donc l'idée, c'est qu'on lance les candidatures lors de l'événement au niveau de la mare coup de cœur du jury de cette année pour donner les résultats de l'édition 2022 et lancer les candidatures pour la prochaine édition. La date n'est pas encore fixée, mais ça devrait être aux alentours de fin juin. On laisse du temps pour répondre. Pour une clôture des candidatures au 15 novembre, analyse des dossiers décembre-janvier, pour des visites courant février à avril, réunion du comité de sélection fin avril et annonce des résultats en juin 2023. Donc, on est sur cette temporalité chaque année.
Et donc là, je vous ai présenté quelques mares qui ont été labellisées sur lors des 3 premières éditions. Donc, on a ici la mare de Floyon dans le Nord et la mare de Buicourt dans l'Oise, qui sont 2 mares de particuliers. Et là, sur le bas, on a 3 mares communales, donc la mare de Resson-le-Long dans l'Aisne, la mare du Mont-Saint-Éloi dans le Pas-de-Calais et la mare de Gauville dans la Somme. Voilà, donc je vous ai présenté le label Mare Remarquable. Mais le groupe Mare, c'est aussi donc un événement, la Fête des Mares, qui est un événement national porté par la Société nationale de protection de la nature, la SNPN, et le secrétariat du groupe Mare, donc le conservatoire, se charge de la coordination régionale. Cette année, cette animation a lieu du 28 mai au 5 juin. Donc, c'est toujours une dizaine de jours à cheval sur la première semaine de juin. Elle a pour thème les mares alliées du vivant. Et il y a encore temps d'ajouter des événements dans le cadre de cette fête des mares. Donc, pour ce faire, c'est soit en passant par moi, soit directement sur le site internet zonehumide.org, où en fait on propose l'animation et elle est labellisée par la SNPN. Donc voilà, le groupe Mare, donc c'est aussi des plaquettes de sensibilisation qui ont été réalisées avec les partenaires du groupe Mare. Donc, une première plaquette, le groupe Mare, c'est quoi? Donc, qui présente l'intérêt du groupe Mare autant pour le grand public que pour les structures du territoire. Une plaquette sur la réglementation, les mares et la réglementation pour faire simple. Une plaquette qui présente l'intérêt des mares, donc les mares des infrastructures naturelles et utiles. On a une plaquette sur créer et entretenir une mare. Et la dernière plaquette, c'est la mare à travers les saisons, qui présente les espèces qu'on peut trouver dans la mare tout au long de l'année. Donc, c'est aussi une exposition. Donc, là, l'exposition est composée de 7 affiches et d'un panneau magnétique pédagogique. Et là, l'exposition est en cours de révision et une nouvelle version devrait être disponible en fin d'année et qui serait en format roll-up pour une facilité d'utilisation. C'est aussi un site internet où on trouve des informations sur les mares. On retrouve les publications que je vous ai montrées, réalisées dans le cadre du groupe Mare, mais également des publications des partenaires. On trouve également toutes les animations, événements qui ont lieu dans le cadre soit de Fréquence Grenouille, soit de la Fête des Mares, soit toute animation sur la thématique portée par un partenaire du groupe Mare. On retrouve également l'ensemble des structures membres du groupe Mare. Et voilà, il y aura bientôt, donc le site est en cours de révision, il y aura aussi une page dédiée au label, une page qui présentera l'outil de recensement des mares, pourquoi on recense les mares et qui explique un peu tout ça. Et il y aura prochainement une newsletter qui va être mise en place pour remplacer en fait la gazette Le Tintamarre qu'on avait auparavant, qui était éditée 2 fois par an en version papier. Et là, on va passer en version informatique newsletter qui aura une périodicité plus régulière et qui permettra à tout partenaire du groupe Mare de publier des articles pour présenter ses actions. Donc, on a aussi une page Facebook qui reprend les événements des partenaires, qui relaie les informations des partenaires, mais aussi tout article qui pourrait être intéressant sur le sujet. Alors, je vous ai fait 2 petites diapos pour vous dire ce que le groupe Mare peut faire pour vous et après ce que vous pouvez apporter au groupe Mare. Donc, le groupe Mare peut donner des conseils juridiques ou de gestion.
autant pour les particuliers que pour les associations ou les collectivités. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. On est là pour pouvoir y répondre. Si moi, je n'ai pas les réponses, je les relais auprès des partenaires du groupe MAR ou d'autres structures qui pourraient travailler sur les MAR dans d'autres régions pour pouvoir répondre à vos questions. Le groupe MAR peut mettre à votre disposition de la documentation. Donc, toutes les publications que je vous ai montrées, on peut vous en donner en des versions imprimées que vous pourrez distribuer. Et également, vous mettre à disposition, par exemple, l'exposition. Elle peut vous fournir un appui dans le cadre de vos projets d'inventaire de MAR de votre territoire en vous conseillant sur comment faire, en vous donnant les outils, en vous fournissant les données qui sont déjà dans l'outil, par exemple. Vous pouvez aussi, du coup, proposer une de vos MAR au label MAR remarquable pour pouvoir la valoriser. Et pour les membres du groupe MAR, on valorise vos événements via le site internet et sur la page Facebook. Et on peut aussi valoriser vos actions via la future newsletter dont je vous ai parlé. C'est bloqué. Voilà. Et ce que vous pouvez apporter au groupe MAR, donc vous pouvez compléter l'outil de recensement des MAR en fonction des connaissances et des données que vous pourriez déjà avoir en votre possession. Vous pouvez participer aux actions du groupe MAR et proposer de nouvelles actions et également échanger sur vos compétences avec les autres membres du groupe MAR. Vous pouvez proposer des animations dans le cadre de la fête des MAR, proposer des articles pour la future newsletter et communiquer sur les actions du groupe MAR et diffuser ces publications, puisque plus on communiquera sur les actions du groupe MAR, plus cela permettra que les MAR soient connus et reconnus, qu'on reconnaisse leur intérêt et que dans l'idée, à terme, qu'elles soient mieux protégées. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous ai mis mon contact et puis l'adresse du site internet. Pour le coup, il y a pas mal de questions. Oui, j'ai cru voir, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Du coup, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Oui. Sauf peut-être celle de Thierry que je vais regrouper parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Y a-t-il une surface minimum pour qu'une MAR soit recensée? Non, il n'y a pas de surface minimum. Par contre, il y a une surface maximum, c'est 5000 m². Ok. Ensuite, donc dans les questions de Thierry, je regroupe tout. Donc, l'idée, c'est de savoir en quoi l'outil de cartographie est-il dynamique et est-ce qu'on a des données sur l'évolution de l'état des mares en Hauts-de-France face à un constat en fait qu'il y a un certain nombre de mares qui se détériorent et notamment sur des sites classés, comme il le cite, des sites protégés. De savoir si les mares sont effectivement localisées par des points et pas par des polygones, et que quand vous faites des imports parce que d'autres vous fournissent des données, est-ce qu'il faut aussi, du coup, est-ce que vous importez aussi des données ponctuelles ou vous pouvez importer des polygones? Donc je vais commencer par la fin. Ce ne sont que des points. Donc, si on nous fournit des données en version polygone, on les transforme en points. Voilà, l'outil ne permet que des points. Donc voilà. Et sur la qualité des mares, en fait, pour l'instant, on n'a pas une connaissance assez poussée sur les mares présentes pour pouvoir faire un diagnostic. Donc, en fait, l'idée, c'est déjà d'essayer au maximum de connaître le réseau de mares et quand on aura une connaissance un peu plus exhaustive, effectivement, on pourra commencer à travailler sur la qualité du réseau et sur l'état des mares. Et c'est là... Mais, ouais. Il y aura moyen d'avoir une V2, c'est-à-dire une caractérisation des mares 10 ans après
Alors le truc, c'est que on peut rajouter des caractérisations au fur et à mesure du temps et elles s'accumulent. Donc on peut, si on a caractérisé une marque par exemple il y a 5 ans et qu'il y a une nouvelle caractérisation, on peut les visualiser les deux et voir son évolution. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a une question donc, sur la portée réglementaire de l'inventaire et de sa possibilité d'être utilisée pour des verbalisations en cas de destruction d'habitats d'espèces protégées. Alors, la portée réglementaire, à partir du moment où on a connaissance, qu'il y a une connaissance, effectivement, ça pourrait être utilisé. Après, on n'a pas encore eu de retour là-dessus, sur son utilisation dans ce cadre-là. C'est une question à creuser, effectivement, Ouais. à partir du moment où l'information est connue, ça alimente l'élément moral dans une procédure. Mais on peut creuser, nous, côté OFB, Guillaume, si ça t'intéresse, demander s'il y a eu des cas où finalement l'outil a servi pour alimenter des procédures. Est-ce que tout le monde peut éditer la base de données? Et deuxième question associée, y a-t-il une phase de validation avant que les nouvelles données soient intégrées dans la base et soient visibles par tout le monde? Non, il n'y a pas de validation. Tout le monde peut rentrer des données et comme vous avez vu tout à l'heure, moi j'ai saisi et c'était tout de suite visible. Donc il n'y a pas de phase de validation. Après, en fait, l'idée c'est que les structures, un particulier ne pourrait récupérer que les données qu'il a saisies lui-même. Une collectivité peut récupérer les données à l'échelle de son territoire. Par contre, un bureau d'études qui voudrait récupérer l'ensemble des données de la région pour un projet, ça, c'est pas possible. Ça peut être sur un territoire spécifique et dans ces cas-là, on demande l'autorisation de ceux qui ont fourni la donnée qui serait transmise. Quels arguments peut-on mettre en avant auprès des propriétaires et des gestionnaires de mares pour les encourager à déposer un dossier? Aide financière, notamment pour les aménagements, les travaux de restauration ou autres. En Il y a fait, quelques pistes avec l'appui juridique, technique, etc. oui, voilà, c'est qu'il peut y avoir, il y a une aide. Effectivement, on peut donner des conseils. Pour tous ceux qui postulent au label, qu'ils aient le label ou qu'ils ne le reçoivent pas, on leur donne des conseils complémentaires. Alors ceux qui reçoivent le label, bon, des fois il n'y a rien d'autre à faire, mais il peut y avoir des marges de progrès. Et pour tous ceux qui ne reçoivent pas le label, on leur donne des conseils. Donc sur le pourquoi la mare n'a pas été labellisée, on leur donne des conseils de gestion, d'amélioration qui pourraient éventuellement, s'ils les mettent en œuvre, permettre de redéposer le dossier quelques années plus tard et d'obtenir le label. L'idée, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une phase d'accompagnement et d'aide. Voilà, et s'ils veulent un accompagnement encore plus poussé parce qu'ils veulent faire de la restauration ou des choses comme ça, là, on peut les orienter vers des partenaires techniques locaux qui pourraient les aider dans leur projet. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de valorisation. Enfin, le fait d'être labellisé ne donne pas d'aide financière particulière. Tu as évoqué du coup l'existence de plaquettes qu'il était possible de récupérer auprès de toi. Il y a une procédure particulière, il faut t'envoyer un mail, indiquer pourquoi on en veut, combien, etc. Alors déjà, elles sont téléchargeables sur le site internet. Donc vous pouvez les imprimer. Après, effectivement, c'est toujours plus sympa de les avoir en version imprimée vraiment spécifique sur papier adapté. Dans ces cas-là, en fait, oui, il suffit juste de me transmettre un mail avec le nombre de plaquettes
le nombre pour chaque exemplaire, chaque type de plaquette. Éventuellement, dire si c'est pour un événement spécifique, ça me permet effectivement moi aussi de suivre et de savoir dans quel cadre elles sont diffusées. Sur du coup, l'outil de recensement des mares, est-il possible de supprimer une mare après vérification sur le terrain? Alors, si c'est une mare que vous avez saisie, vous pouvez la supprimer directement. Par contre, si c'est une mare qui était déjà préexistante dans l'outil mis par un autre partenaire, il faut passer par nous. Il suffit juste de nous envoyer un mail avec le numéro de la mare et nous, on la supprimera dans ces cas-là. D'accord. Donc, on retrouve la question de la notion de superficie, mais tu y as répondu, hein, parce que c'est indiqué, on parle de mare, mais on y inclut étang, lac, etc. Sur la carte interactive, on repère l'ensemble des points d'eau. Il y a effectivement une taille maximale. Oui, alors effectivement, l'idée, c'est que c'est les étendues d'eau jusqu'à 5000 m². Voilà. Après, effectivement, dans l'outil, il peut y avoir des choses qui soient plus grandes et ça, c'est des choses qu'il faudrait supprimer effectivement à terme. Mais l'idée, c'est d'essayer de rester sur la définition de la mare. Ok. De nouveau, une question sur la procédure de vérification des données, et notamment, est-ce qu'il y a des personnes qui vérifient ensuite sur le terrain, notamment sur qui sont des marques potentielles, qui sont identifiées du coup sur carte, mais... Alors, on n'a pas de projet spécifique pour aller vérifier. Par contre, par exemple, là, dans le cadre de l'inventaire participatif sur le territoire de la MEL, on essaye d'aller vérifier un certain nombre de données. Après, effectivement, ça nécessite du temps et des moyens qu'on n'a pas forcément pour aller vérifier l'ensemble des données de marques potentielles qu'il y aurait dans l'outil. Donc, c'est après avoir, peut-être dans le cadre de projets qu'on pourrait développer avec des collectivités, où là, on aurait un temps dédié pour pouvoir réaliser ce travail. Et une remarque de Thierry sur le fait que ça lui semble dommage qu'il soit assez difficile de valoriser les données auprès des bureaux d'études qui seraient mandatés pour faire des études écologiques. Et avec une lourdeur de devoir solliciter les accords des auteurs des données et qui propose l'option céder les droits d'auteur au conservatoire, un peu comme ça peut être fait sur d'autres bases de données, où lequel contributeur dit oui, dans le cadre de tel type d'études, j'accepte que mes données soient mises à disposition. Oui, effectivement, on peut réfléchir à ça. C'est vrai qu'on est resté sur le modèle du fonctionnement en fait, développé par le Seine-Normandie. Vu qu'on a récupéré leur outil, on s'est calqué sur leur mode de fonctionnement pour la diffusion des données. Mais effectivement, on pourrait envisager ce genre de choses pour faciliter la transmission des données. Pour apporter aussi peut-être quelques compléments sur cette question de Thierry et pour aussi avoir un petit peu la casquette au sein des CPE de prestations par moment, un petit peu en tant que bureau d'études aussi pour l'expertise. Ce qui peut être aussi fait dans ce cadre-là, quand on est en prestation d'une maîtrise d'ouvrage public, c'est aussi de solliciter le mandataire de l'étude, qui peut être une collectivité, pour que ça soit elle en son nom que soit fait l'extraction. Sur les bases de données, en effet, publiques, c'est un peu souvent ce compromis qui est fait. Ça permet aux porteurs de données de pouvoir avoir une idée de la demande et de son utilisation, parce que c'est vrai que c'est parfois ce frein-là aussi qu'il peut y avoir avec les bureaux d'études. C'est pour quelles raisons et comment sera utilisée la donnée. Mais après, voilà, je pense qu'en effet, il y a des choses à réfléchir sur ces possibilités d'exploiter ce genre de données, parce que c'est vrai qu'elles sont hyper intéressantes et importantes dans le cadre de diagnostic écologique. Donc, sujet à creuser, mais voilà, une possibilité intermédiaire est de passer par la collectivité demandée. Tout à fait. Avec une remarque sur cette question, sur le fait que que pour transmettre des données à des bureaux d'études, il faut une validation technique. Sinon, ça pose la question de son opposabilité au tiers. Voilà, je ne suis pas sûre de comprendre le sens de la question avec les négations, mais... Madame Osselin nous demande le nom du contact pour l'inventaire des mares de la MEL.
parce qu'ils sont en train de rénover une mare avec Chico Mendes. Du coup, elle est conseillère à la commune de Saint-Gain, donc elle souhaiterait pouvoir ajouter cette mare qu'ils sont en train de restaurer qui avait disparu. Peut passer directement par moi, sans souci. Ok. Une remarque sur la possibilité d'associer des photos pour pouvoir vérifier si les personnes ont pu aller sur le terrain et constater de visu effectivement l'existence de la mare. On a vu Oui. que c'était possible. Hein. Oui, c'est possible d'ajouter des photos, oui, effectivement. Et les observateurs ont-ils la possibilité de signaler des modifications de l'état de mare déjà répertoriées, qu'elles soient dans son domaine ou dans le domaine d'autres? En fait, on peut mettre une caractérisation pour toutes les marques qui sont dans l'outil. Donc, effectivement, on peut indiquer des informations complémentaires. Et on a un petit rappel de Thierry que la région peut soutenir la création ou la restauration de mares sur propriété publique, que les projets soient portés par des collectivités locales ou des associations mandatées par les dites collectivités. Oui, tout à fait. Voilà, toujours une question sur l'opposabilité des précisions peut-être de la question d'avant, une question sur l'opposabilité des données s'il n'y a pas de validation technique de celle-ci. Là, j'avoue que moi, je n'ai pas la réponse à la question. Je ne saurais pas dire non plus. Et à titre d'information, Guillaume Duège, Parc naturel régional de l'Avesnois, indique que plus de 1200 mares agricoles en Avesnois ont bénéficié d'une restauration ces 7 dernières années dans le cadre de mesures agro-environnementales et que le PNR a également accompagné les EPCI dans le cadre de l'élaboration des pluies et a permis dans ce cadre-là la protection de réseaux de mares au titre de l'article 123.1.5 du Code de l'urbanisme. Ok. Et si, voir s'il y a possibilité effectivement de compléter l'outil avec ces données, si c'est possible. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et le département du Pas-de-Calais précise qu'il finance également ces projets de renaturation, restauration, voire création de mares. N'hésitez pas. Oui, effectivement, il y a différents dispositifs qui existent à différentes échelles. Alors, effectivement, c'est surtout pour pour les propriétés sur des terrains publics. C'est vrai que c'est plus difficile de financer des travaux de création de restauration sur des mares privées. Là, c'est plus compliqué. Mais effectivement, pour les mares publiques, il y a des dispositifs aussi auprès des agences de l'eau, de la région ou des départements, par exemple. En effet, concernant les financements sur foncier privé, comme l'a évoqué Guillaume Luce du PNR, les possibilités se font via les mesures agro-environnementales pour les agriculteurs sur de l'entretien-gestion, pas par contre sur la création. Et ça va dépendre de l'éligibilité de vos territoires à ces mesures. Donc, pas hésiter à se rapprocher. Donc, si vous êtes en territoire de parc, bien sûr, des PNR. Et en dehors, soit ça peut être auprès de la Chambre d'agriculture pour avoir confirmation des possibilités d'éligibilité au niveau des MAE. Je te remercie, Nathalie, pour ta présentation. Pas de souci. Je pense que voilà, ça a permis aussi d'illustrer, et puis Mélissa va le faire à travers son retour d'expérience, ces pistes d'action que vous pouvez aussi intégrer dans un dossier de candidature territoire engagé pour la nature, pour répondre aussi à la question à un moment de que peut-on faire en tant que petite collectivité, ce genre de choses. Les exemples cités par Nathalie sont intéressants puisqu'il y a le fait peut-être de rentrer juste simplement dans aussi cette démarche de faire la visée une mare, de candidater au label mare remarquable. Ça peut être aussi de faire un premier état des connaissances sur son territoire avec justement une démarche de saisie aussi en régie du réseau de mares présent. Voilà, il y a vraiment différents niveaux possibles. Comme on vous l'évoquait, c'est vraiment au regard de vos moyens et des enjeux de votre territoire. Donc, c'est là où
Le jury regardera et aussi ne pas hésiter à nous solliciter en amont de votre candidature pour réfléchir avec vous, justement, pour savoir comment adapter et quel peut être le curseur nécessaire à donner à votre projet. Je voulais aussi revenir sur une question qui n'a pas directement été posée, mais qui, je pense, est sous-jacente au travers certains éléments de commentaires sur le qui peut candidater. Il faut savoir qu'une PCI peut candidater pour son champ de compétences en tant que PCI, mais également une commune du même territoire pour ses propres compétences à elle. On part du principe que les deux niveaux de candidature sont possibles de par la complémentarité des compétences entre l'échelon EPCI et communal. Donc, je vais passer la parole à Mélissa pour qu'elle nous partage et qu'elle puisse illustrer aussi un peu plus en détail ce que fait et mène la communauté de communes Flandre Intérieure sur ces sujets. Vas-y, Mélissa. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais présenter un peu ce que l'on met en place au niveau de la communauté de communes de Flandre Intérieure. Donc, pour situer un petit peu département du Nord, on est entre Lille et Dunkerque. L'intercommunalité est composée de 50 communes avec environ 104 000 habitants. Donc, ouais, une commune, une interco, on va dire essentiellement rurale, avec quand même quelques grosses villes, donc Hasbrook, Bailleul, Steenvoorde et Nieppe principalement. Donc, on a été reconnu territoire engagé pour la nature l'année dernière pour l'ensemble des actions que l'on porte en faveur de la biodiversité et du patrimoine naturel de manière plus générale. Donc, on a constitué une bonne dizaine de fiches avec des regroupements d'actions que l'on mène. Et donc, voilà, on est parti dans cette démarche d'amélioration pour quelques années. Donc, le programme de MAR, l'historique, en fait, c'est un dispositif qui était préexistant au niveau des pays. Donc, on avait plusieurs pays, Pays des Gens, Pays des Moulins, etc. Donc, qui proposaient déjà cette aide aux particuliers, aux agriculteurs. Donc, suite à quasiment la disparition des pays au moment de la fusion donc, des anciennes interco et des pays pour former la communauté de communes en 2014, il a fallu un petit temps avant de la remettre en place, mais en 2017, voilà, on a relancé pour de bon le dispositif. Donc, au niveau du fonctionnement, le dispositif est vraiment ouvert à tout le monde, hein, que ce soit des agriculteurs, des particuliers, des communes, des entreprises même. Donc, pour ça, il suffit simplement de compléter une fiche de pré-diagnostic qui nous permet de localiser la mare, savoir s'il y a déjà eu des inventaires, connaître un peu la surface, l'état d'envasement, etc. Suite à ça, donc, il y a un diagnostic sur le terrain de la mare, qui est réalisé. Donc, on travaille avec le même prestataire que les pays, en fait. Donc, c'est via l'association Isarouk, M. Thierry Riquelin qui intervient. Donc, il fait des diagnostics écologiques, mais également l'état de la mare, donc évaluer son niveau d'envasement réel. Donc, on a ensuite, on va dire généralement, c'est en début juin, une sélection des mares et priorisation, parce que malheureusement, on ne peut pas forcément toutes les faire, et aussi parce qu'on a des critères à respecter, dont certaines mares ne correspondent pas. Ensuite, donc, on a l'établissement d'un devis par l'entreprise pour les marques qui ont été retenues. Si le bénéficiaire l'accepte, les travaux ont lieu pour les travaux de restauration, en tout cas à partir de septembre, jusqu'à ce que la météo le permet. Et donc, on a un plafond de subvention de 800 €, donc c'est 80% du montant maximal avec un plafond de 1 000 €, donc 80% de 1 000 €, donc 800 €, que ce soit pour des créations et des curages. Sachant qu'en général, une mare, elle tourne autour d'une taille relativement classique, mare prairiale, on est autour de entre 1 000 et 1 500 € en général. C'est déjà une belle subvention. Donc, les impératifs pour bénéficier de ce dispositif, c'est participer à une réunion d'information sur la gestion des mares. Donc, c'est un temps de 2 heures environ. On explique vraiment ce qu'est une mare, comment on l'entretient, la biodiversité qu'on y trouve, etc. Il y a la signature d'un cahier des charges et d'une convention qui engage le bénéficiaire des travaux de création de curage à préserver sa mare, à l'entretenir, etc. Quand c'est une mare prairiale, on demande à ce qu'elle soit clôturée s'il y a du pâturage pour éviter
la dégradation des berges, etc. Et on demande de ne pas introduire ni de poissons ni de canards pour éviter que ça devienne une mare de pêche ou une mare à canards. Voilà, sachant que ce n'est pas forcément compatible avec les objectifs de biodiversité que l'on suit, que c'est essentiellement donc, forcément plutôt à viser favoriser des amphibiens. Donc, quelques photos de réalisation. Donc là, c'est avant-après. Donc voilà, là, il y a eu... on voit que la mare était envasée, le niveau d'eau assez faible. Donc là, c'est tout de suite après les travaux. On fait les travaux en période la plus sèche possible pour que la mare soit complètement à sec. Ce qui n'était pas compliqué les 3 premières années, vu qu'on a eu 3 printemps étaient très, très, très secs. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué, vu qu'on a eu une saison beaucoup plus pluvieuse, on a pu faire moins de travaux. Un autre exemple, là, pareil, avant et après un certain temps, donc on voit que le niveau d'eau revient et on voit sur la première photo donc, que la végétation se répartit presque sur l'intégralité de la mare. Donc, je trouve que l'état d'envasement était déjà assez avancé. Et donc là, une mare, là, c'est pendant les travaux, donc on voit bien l'emplacement de la source. Donc, le monsieur qui intervient est sourcier également, donc il y a une surprofondeur qui est faite pour bien atteindre la source. Donc, on voit qu'à peine les travaux terminés, ça revient déjà en eau. Et là, c'est l'état de la mare actuelle après 3-4 ans. Donc, en quelques chiffres, le dispositif a permis de diagnostiquer près de 150 mares depuis 6 ans. On en a une bonne vingtaine par an, on essaie de ne pas dépasser plus. Et 76 mares curées ou créées depuis 2017. Alors, sachant qu'on a une vingtaine de dossiers en retard à cause de la mauvaise météo et d'aléas divers et variés de l'année dernière, et potentiellement 20 curages ou créations pour cette année. Donc, voilà, c'est un dispositif qui fonctionne très très bien, dont on ne communique absolument pas et tous les ans, on a beaucoup de demandes. Donc, également pour l'apport en données biodiversité, toutes les données donc, que notre prestataire collecte, que ce soit pour la faune ou la flore, tout est enregistré au niveau des différents systèmes d'information sur la biodiversité. Donc, CIRF, qui est la plateforme du groupe ornithologique et naturaliste, et Digital 2, qui est la plateforme du Conservatoire botanique national de Bailleul. Donc, ce qui nous permet, qu'on a une démarche de carnet de la biodiversité, en quelque sorte d'ABC, d'avoir de l'apport de données régulièrement. Et on prévoit également des animations autour de la mare. Donc là, on va en avoir 2 fin du mois et début du mois prochain. Donc, notamment une à Métrenne. Donc là, c'est une des mares qui a été labellisée mare remarquable l'année dernière. Donc, on va valoriser cette mare et la biodiversité qu'elle accueille par une présentation aux habitants qui le souhaitent. Dans le processus d'amélioration, donc sur les labels mare remarquable, on va essayer d'accentuer un petit peu la démarche. Donc là, on a une nouvelle marque qui devrait être labellisée donc, sur Neuberquin. Donc voilà, on va essayer d'améliorer un peu la communication là-dessus et de toujours mettre plus en avant du coup, les mares qui ont, à titre d'exemple, on va dire, sur le territoire pour encourager les gestionnaires à améliorer leurs pratiques. Et en amélioration, là, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant, c'est qu'on est en train de cartographier toutes les mares au PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, on a une planche spécifique qui s'appelle la planche C, où on répertorie les prairies, les mares, les haies. Donc, lors de la première version du PLUI, donc, il y a déjà des données qui ont été intégrées. Par contre, il y avait beaucoup de manques. Enfin, là, typiquement, on voit sur cette commune-là qu'il y avait une des mares qui a été répertoriée, mais pas la petite au-dessus, que la forme n'était pas la bonne. Donc voilà, ça, on est en train de tout retravailler pour justement avoir, via le code de l'urbanisme, en fait, des leviers pour agir si jamais il y a une mare qui est rebouchée ou quoi que ce soit. Là, ça a valeur juridique. Donc voilà, c'est un travail qu'on est en train de faire. Et puis après, je pense que dès qu'on aura terminé ce travail-là, normalement, fin de l'été, les communes devraient avoir terminé de nous valider toutes les données, compléter si besoin.
et on espère on va de toute façon exporter la couche, je pense, pour l'intégrer sur le dispositif des mares porté par le groupe MAR, de l'outil de recensement. Donc là, ce sera des données validées parce que nous, on les identifie sur photo aérienne, mais derrière, il y a une validation des mairies de terrain, on va dire. Donc voilà, pour nos principales actions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je n'ai pas lu en même temps. Voilà. Il y a il n'y a pas vraiment de questions qui te sont directement adressées, Mélissa. Il y avait une remarque de Mareille qui est intervenue entre les deux interventions, qui rappelle également que la région accompagne financièrement des projets d'amélioration de la biodiversité au sein des lycées, au travers du dispositif Génération Plus lycée nature, et que dans ce cadre-là, la création et la restauration de mares peut être financée, ainsi que d'autres projets plus globaux de plantation, éco-jardin et aménagement, et qu'il ne faut pas hésiter dans les territoires pour les collectivités de mobiliser les lycées dans le cadre des démarches d'amélioration de la biodiversité. Et donc, elle donne un lien pour aller plus loin sur l'information. Thierry fait une remarque sur les photos, c'est beaucoup plus beau avant que juste après, et que du coup, ça vaut le coup dans les retours d'expérience de faire des photos une fois que la végétation revient. Oui, bien sûr. Voilà, bon, après, il faut avoir suffisamment de recul aussi, suffisamment de recul dans les années, que la végétation ait le temps de revenir et que ce soit encore plus joli qu'avant, ou aussi joli. Après, ça revient vraiment très, très, très vite. Hein. C'est parce que là, j'ai pas. Après, quand c'est des marques privées, on revient 2 ans après. Là, j'ai pas forcément toutes les photos qui correspondaient, mais vraiment, c'est impressionnant sur le coup, mais ça revient très beau, très vite. Et il dit bravo pour cette dynamique intercommunale. Une question sur la possibilité de disposer des présentations du webinaire du jour. Si Nathalie et Mélissa, vous êtes d'accord pour me les transmettre, oui, pas de souci. Je les enverrai, puis je les enverrai par retour de mail aux participants, sachant que justement, ça me permet de vous dire, j'ai mis un petit lien pour un questionnaire d'évaluation dans le chat, donc je le renverrai aussi par mail, mais comme souvent, c'est parfois un petit peu plus difficile de se prendre 3 minutes après le webinaire pour le compléter. Je me permets de vous le partager en direct, donc si vous pouvez déjà y répondre, ça serait parfait. Et puis, je te laisse, Hélène, il y a encore quelques questions. Une question sur les modalités de financement. Est-ce que le financement est direct ou la communauté de communes bénéficie d'une aide financière, agence de l'eau, fonds européens, etc. On a bénéficié de l'agence de l'eau au début, mais vraiment, c'était hyper, hyper lourd. Et donc, voilà, on a décidé finalement de l'autofinancer et du coup, c'est beaucoup plus simple à gérer administrativement. Et une question sur la fourchette budgétaire pour la création d'une mare ou d'un curage. Tu as évoqué un chiffre, mais... Oui, une mare prairiale classique, on va dire, c'est entre 1 000 et 1 500 euros. Après, vraiment, les gros projets, on va être à plus de 2 000. Et les plus petites mares, après, on n'intervient pas sur des toutes petites mares, vu que tout de suite, c'est avec du matériel quand même assez conséquent. On ne fait pas la bêche, quoi. Donc, voilà, on va dire la fourchette de prix en moyenne, c'est ça. Et une question sur le cadrage de l'action de curage par la CCFI, en intervalle de temps, une analyse de la plus-value du curage. Oui, c'est tout l'intérêt du diagnostic, en fait. S'il y a même des espèces protégées, il y a vraiment un secteur qu'on va éviter où il va y avoir il y a systématiquement de la base qui est réimplantée pour réensemencer naturellement le milieu. Et il y a un suivi des travaux. Notre prestataire, il est présent en diagnostic pendant le devis, pendant les travaux. Il réceptionne les travaux. Donc, vraiment, il y a un suivi de près. Et puis, forcément, une demande de berge en pente douce, etc. Enfin, voilà, on essaie d'être au maximum sur l'aspect biodiversité. Puis, éviter de faire des erreurs, même si après il y a certaines contraintes de terrain, etc., qui font que des fois on ne peut pas s'amuser à faire un haricot et faire un bêteron entre guillemets, mais voilà, c'est sur les pentes, on essaie de faire au maximum de diversifier, quoi, et de préserver s'il y a des choses vraiment intéressantes. Et on intervient bien, donc une fois que je vois la question là, les batraciens
sont sortis des mares, donc vraiment toute fin d'été, septembre, octobre en général. Donc c'est une période assez courte pour faire les travaux, mais voilà, on s'engage à respecter ces éléments-là. Je pense qu'a priori, on a traité toutes les questions, sauf s'il en reste une ou deux que les gens n'ont pas encore écrites. Comme il nous reste un petit peu de temps par rapport au délai qu'on s'était donné pour le webinaire. Ah, si, il y a une question qui vient Y a-t-il un inventaire d'arriver. des amphibiens qui est Oui. réalisé? Ouais, quand le prestataire vient, il y a forcément un inventaire qui est fait et qui est transmis dans les bases de données. Donc après, il y a un passage. Après, si les gens s'y connaissent un peu, des fois, c'est pas rare qu'ils montent des photos, etc. Donc ça permet de compléter. Après, l'inventaire, ils essayent de le faire aux périodes propices. Hein, donc les inventaires sont en train d'être faits en ce moment même. Peut-être faciliter la prise de parole si certains d'entre vous préféraient le faire de manière orale. N'hésitez pas à nous le signaler, on peut réouvrir aussi les micros individuellement. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le petit bouton réaction avec le smiley et normalement, vous verrez la possibilité de lever la main. Donc, n'hésitez pas. Si, la prise de parole orale est plus facile que d'inscrire votre question dans le chat. J'en profite, je remets ce fameux lien pour le questionnaire d'évaluation du webinaire dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus et à le compléter. S'il n'y a pas d'autres questions, si on espère avoir apporté des éléments de connaissance et puis avoir pu vous apporter les informations que vous souhaitiez. Donc, on va vous proposer de clôturer le webinaire. Je vois une remarque qui vient d'arriver. L'alimentation en eau des mares, source surface, est-elle dans les caractéristiques de la mare? Donc, en effet, peut-on renseigner ce type d'information via l'outil? Dans l'outil en ligne, effectivement, cette information, on peut la trouver dans les fiches de caractérisation, dans la fiche complète, où effectivement, on peut donner toutes les informations sur l'alimentation de la mare et sa surface, sa profondeur. Donc, toutes ces informations, on peut les remplir, les renseigner dans l'outil. Merci, merci Nathalie pour ces compléments de réponse. Alors, il y a aussi une autre question qui vient d'arriver. Acceptez-vous de réaliser des mares avec des bâches artificielles étanches ou est-ce à proscrire? Nous, on les finance pas en tout cas. Après, on n'a jamais... En fait, nous, on est sur terrain argileux, donc la question se pose, pour ainsi dire, quasiment pas. Mais après, je pense que si ça devait venir, il faut voir. Peut-être qu'on accepterait de, en tout cas, faire le trou en quelque sorte. Par contre, on ne prendrait pas en charge la bâche. Après, moi, je ne vois pas de grosses incompatibilités par rapport à l'aspect écologique. On l'a vu dans les mares remarquables, on a labellisé une mare qui était bâchée. Pour avoir chez moi un bassin bâché également, on a triton, grenouille, on a vraiment une belle biodiversité aussi. Donc sur cet aspect-là, c'est pas déconnant non plus. Ouais. Ce qui est surtout important, et peut-être complété aussi par toi Nathalie sur ces sujets-là, ça va être le contexte du site où vous souhaitez réimplanter une mare. Et en effet, comme évoque Mélissa, la présence naturelle ou pas d'argile. Après, voilà, il y a différents tests aussi, retour d'expérience, comment imperméabiliser une mare sans avoir recours directement à une bâche plastique avec, comme toujours, des avantages aussi inconvénients. Donc, je pense que c'est des informations plus précises et fines qui seront possibles d'avoir auprès de toi, Nathalie. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Il n'y avait plus de nouvelles questions, des remerciements.
Bon, très bien. Je propose en effet qu'on clôture le webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci à Nathalie, Mélissa pour leurs interventions et puis à toi, Hélène, pour le suivi du chat, qui est aussi une tâche à part entière pour un webinaire. Et puis, on vous dit sûrement à une prochaine fois, à l'occasion soit d'un rendez-vous dans le cadre du groupe MAR. Je l'espère, sinon pour un intérêt pour candidater au dispositif engagé pour la nature. Et voilà, on reste à votre disposition en dehors de ce webinaire également pour répondre à vos questions à travers nos différents contacts. On pourra adresser les contacts et les diaporamas sans souci aux participants. Tout à fait. Et merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.